Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Option Région. Aujourd'hui, à Option Région, on termine la biographie d'Alphonse Desjardins et on va parler également de post-capitaliste. Après le capitalisme, qu'est-ce qui s'en vient? Ayant mûrement réfléchi toute son affaire, il prépare des documents, puis là, il convoque une vingtaine de personnalités chez lui, dans sa maison, le 20 septembre 1900. Et c'est des gens, entre autres, du monde religieux, mais surtout du monde économique. Et finalement, sur la vingtaine de personnes qui avaient contacté, il y en a 9 qui vont venir à la première rencontre là, pour se faire expliquer ce serait quoi cette nouvelle institution financière-là. Et il réussit à les convaincre que ça a du bon sens. Et le soir même, les gens acceptent de dire on va démarrer quelque chose, puis on va rédiger des statuts et règlements pour une nouvelle institution financière qui va se mettre en place à Lévis. Il faut lui trouver un nom. Ça prend un nom, comme on dit. Puis à cette époque-là, il existe dans les grandes villes là, ce qu'on appelle des banques populaires. Puis il existe aussi dans les villages ce qu'on appelle des caisses rurales. Des caisses rurales qui sont des entreprises qui permettent de déposer de l'argent, mais pas d'emprunter. Fait que lui, ce qu'il va faire, il va faire un mix des deux. Il va prendre le mot populaire des banques populaires de la ville, puis il va prendre le mot caisse des caisses rurales de la campagne. Puis il va fondre ça en deux, puis il va appeler ça les caisses populaires, ce qui fait qu'il veut s'adresser à la fois aux gens des villes et à la fois aux gens de la campagne. Fait que ça va bien son affaire, pour le nom en tout cas. Et bien sûr, la caisse va être dans la maison de Desjardins, parce qu'il n'y a pas d'argent, comme on dit, puis ça va être dans son bureau. Il fait un petit coin là, puis c'est là que ça va démarrer. Et pour devenir membre de la caisse populaire, ça coûtait à l'époque 5 $ pour la part sociale. 5 $ à l'époque, c'est la moitié du salaire hebdomadaire d'un ouvrier. Quand même beaucoup d'argent. Et pour réussir à faire en sorte que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent puissent adhérer quand même, il permet aux gens de déposer 10 cents par semaine jusqu'au montant de 5 $. Ça fait que ça permet aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de pouvoir quand même devenir membres. Quand on pense à ça, 5 $ en 1900, aujourd'hui, chez Desjardins, la part sociale est encore à 5 $. Peut-être quelque chose qu'on devrait se questionner un petit peu par rapport à ça. Là. Peut-être pas beaucoup 5 $ en 2018. Là. Comme c'est un bon catholique, bien, non seulement il faut avoir 5 $ comme part sociale, mais ça prend des qualités pour devenir membre d'une caisse populaire. On dit qu'entre autres, il faut être un bon payeur, être sobre, être vaillant, être d'une scrupuleuse honnêteté, etc., etc. Bon, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident à démontrer, mais autrement dit, c'est que là, il fallait qu'on fasse confiance à la personne. Si on ne faisait pas confiance, bien, il ne pouvait pas devenir membre. Puis en plus, c'est que les femmes et les enfants peuvent devenir membres de la caisse parce qu'entre autres, un des principes, c'était que c'est accessible à tout le monde. Sauf qu'il faut que ça respecte les lois de l'époque au Québec qui, malheureusement, ne donnent pas de droit ni aux enfants ni aux femmes. Tu sais, les femmes sont ne sont pas considérées comme des personnes à cette époque-là. Et les femmes, pour pouvoir signer quelque chose, adhérer à quelque chose, il faut que leur mari leur donne la permission. Fait que malheureusement, pour les femmes, il faut qu'il y ait l'accord du mari pour devenir membre de la caisse. Mais c'est les lois de l'époque, Desjardins ne peut pas changer ça. Aussi, on décide à l'époque qu'il va y avoir juste le gérant qui devrait être payé. Les autres, mettons, les administrateurs là, qui vont former le conseil d'administration, les autres, ils vont être bénévoles. Puis à ce moment, ça va durer très longtemps, toute cette histoire-là. Tout ça pour dire que le 6 décembre 1900, les statuts et règlements de la première caisse populaire à Lévis sont adoptés en Assemblée générale. Je reviens un peu sur l'aspect de la relation de Desjardins avec le capitalisme, sans être anti-capitaliste, parce qu'il ne peut pas être communiste, là, parce que le communisme veut abolir la religion, ça fait que lui, il ne peut pas embarquer là-dedans, comme on dit. Mais Desjardins dénonce les effets pervers de la concentration des capitaux. Et selon lui, les dérapages du capitalisme monopoliste menacent la paix sociale. Puis il dit que les abus du capitalisme peuvent mener même à une révolution. Lui, il dit que s'il n'y a pas de changement fondamental, ça peut arriver qu'une révolution. Bien, entre autres, il va y avoir une révolution en Russie. Là, il sent ça, lui, il voit ça arriver. Là. Bon. Pour lui, il est inacceptable que les grandes institutions financières viennent siphonner les capitaux des paroisses pour amener ça dans les grandes villes, puis qu'à ce moment-là, c'est que les grandes villes bénéficient même de l'argent des petites communautés. Lui, ce qu'il dit, c'est que c'est pas de lutter contre qui est le plus important, c'est de lutter pour créer un capital communautaire
qui va faire qu'il va prendre progressivement la place du mauvais système capitaliste. Fait que pour lui, il vaut mieux un capital qu'on contrôle que de combattre un capital qu'on ne contrôle pas. Desjardins, c'est aussi un autonomiste. Lui, il est pour ça l'autonomie locale et régionale. Il est peut-être en avance sur son temps, comme sur d'autres aspects. Puis c'est ainsi qu'en 1918, lors de la création du ministère des Affaires municipales du Québec, il est un des rares à s'opposer à ça. Il n'est pas d'accord avec ça parce que lui, il dit qu'en faisant un ministère des Affaires municipales, on va centraliser les décisions. C'est le gouvernement qui va décider ce qui va se passer dans les villes. C'est le gouvernement qui va faire des lois, etc. Puis ce qui le choque, c'est que la plupart du monde, ils ne s'opposent pas à ça. Ils laissent passer le projet de loi qui est adopté à peu près sans débat. Puis pourquoi c'est comme ça? Bien, c'est entre autres parce que le gouvernement de l'époque promet aux municipalités de leur donner des subventions futures pour les routes, etc. Ça fait que les gens, dans le fond, ils aiment mieux l'argent que l'autonomie. C'est sûr qu'ils sont pauvres puis te les quittent, mais dans le fond, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils ont troqué leur autonomie pour de l'argent. Et finalement, on se ramasse aujourd'hui que, dans le fond, on est encore dépendant des gouvernements, puis c'est pas comme ça qu'on peut se développer. Si les municipalités s'étaient tenues debout, puis qui avaient exigé d'avoir des revenus propres, puis qui auraient pu se développer, ils n'auraient pas été dans un sentiment, dans une situation de dépendance comme il l'était à l'époque et comme on l'est encore aujourd'hui. Desjardins, lui, pour lutter contre ça, cette centralisation, il veut justement que son mouvement des caisses populaires soit décentralisé. Lui, il dit que la caisse, là, il faut qu'elle soit sur un territoire donné, qui finit là, tu sais, soit le territoire d'une paroisse, soit le territoire d'une municipalité, et que l'argent qui est ramassé dans la municipalité doit être investi dans la municipalité. Pas question d'amener ça dans un grand centre, là. Il faut qu'on ramasse de l'argent local, il faut que ça produise du développement local. Juste de beaux principes. Puis, aux yeux d'Alphonse Desjardins, la Caisse populaire, c'est une petite république économique très démocratisée. Moi, j'aime ça, cette idée-là d'une petite république très décentralisée et surtout très démocratique. Ça me plaît beaucoup. Dans ce sens-là, Desjardins dit que les caisses populaires, c'est la coopérative financière, c'est non seulement un outil de développement économique, mais c'est aussi un outil d'éducation à l'économie. Parce que dans le fond, elle démocratise le capital, mais elle possède aussi une puissance éducative très importante. Dans le fond, c'est une école qui permet aux classes laborieuses, aux travailleurs, de pouvoir gérer leurs propres affaires et de pouvoir s'initier au rouage de la vie économique. Puis elle permet aussi d'augmenter la fierté des gens en bâtissant quelque chose qui leur appartient. Lui, il dit que le mouvement des caisses populaires en se développant va augmenter notre fierté nationale parce qu'à cette époque-là, les grandes décisions puis l'argent est à Toronto. Alors que là, lui, il veut bâtir quelque chose de proprement québécois. Bien là, c'est mieux. Mais même si c'est une belle idée, ça ne se fait pas, le développement de la Caisse de Lévis, ça ne se fait pas sans heurts. D'une part, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de loi permettant la reconnaissance juridique de l'entité Caisse populaire. Et à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, c'est que si jamais il y a un problème avec la Caisse, c'est Desjardins lui-même qui peut être actionné puis être obligé de rembourser tous les actionnaires qui auraient perdu de l'argent. Fait que là, c'est quand même pas facile de faire ça. T'sais, il accepte parce qu'il n'y a pas d'autre choix, mais il va essayer d'obtenir une loi, entre autres au fédéral, pendant longtemps, mais ça ne marchera pas. En plus, là, oui, il y a certains amis, mais il y a beaucoup d'ennemis. Entre autres, au fédéral, là, on dit qu'en 1909, l'Association des marchands détaillants du Canada ont fait publier une brochure qu'ils ont distribuée à tous les députés du Parlement d'Ottawa, dans lesquels il écrivait que les caisses populaires, c'était une vaste fraude économique et qu'il ne fallait surtout pas aider ça. Quand on voit ça, là, on se dit Donald Trump, c'est pas lui qui a inventé la menterie, puis c'est pas lui qui a inventé l'idée qu'en mentant, on pourrait faire avancer sur nos propres idées. Là. C'est choquant, là, mais ça a existé, ça. Ça fait que Desjardins, il fallait qu'il se batte contre ça. Non seulement c'est lui qui était le supporteur financier de toute l'organisation, c'est qu'en plus, il faut qu'il se batte contre des menteurs qui ont d'autres intérêts que les siens et que ceux de la population. En passant, au début quand Desjardins lance les caisses, il y a quand même 46 ans, ce qui n'est pas jeune pour l'époque. Ça veut dire ça que ce n'est pas une jeunesse, mais il y a encore la foi pour pouvoir démarrer ça puis de bâtir, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est quasiment un petit empire. Là.
Je reviens à notre ami Desjardins qui continue de travailler à Ottawa parce qu'il n'a pas le choix, il faut bien qu'il gagne sa vie. Lui, il aurait aimé ça, pouvoir être payé par les caisses pour pouvoir développer les caisses à la grandeur du Québec. Mais malheureusement, les caisses ne sont pas assez riches pour lui donner un salaire. Fait que c'est lui qui est obligé de faire ça bénévolement, lui ou des membres de sa famille qui font ça bénévolement dans leur maison. Puis, s'il y a des gens qui disent oui, ça a du bon sens, mais le monde ne sont pas nécessairement prêts à l'appuyer concrètement. Entre autres, quand il décolle la caisse, là, bien, Desjardins, s'il attend à la maison chez eux, il n'y a personne qui va déposer. Il n'y a personne qui va faire des pas pour aller déposer de l'argent chez eux. Il y croit, mais pas assez pour se déplacer. Fait que qu'est-ce qu'il fait Desjardins? Il s'en va à pied dans les maisons autour de chez eux, puis il fait le tour, il cogne à la porte, puis il explique son affaire, puis il demande aux gens de pouvoir déposer de l'argent à la Caisse populaire de Lévis en leur disant que c'est un bon investissement. Puis il réussit à en convaincre un certain nombre comme ça. Fait que c'est lui qui passe par les maisons pour ramasser l'argent. Et à la fin de la première journée du début des caisses populaires, la Caisse populaire de Lévis, il a ramassé un grand total de 26,40 $. 26,40 $, là, c'était pas évident. L'avenir des caisses était loin d'être assuré. Ce que ça veut dire, c'est qu'il commence avec zéro. Là, il part de rien. Et finalement, il aurait pu dire, après sa première journée, 26,40 $, on n'en viendra pas à bout, là, on va abandonner ça. Non, il continue. Compte tenu que c'est lui qui supporte financièrement tout ça, puis que c'est lui qui va payer si jamais ça ne fonctionne pas, puis qu'il peut tout perdre, bien là, d'abord, il essaie de minimiser le plus possible les dépenses. Tout se fait chez eux, il n'y a personne qui est payé, etc. Puis il essaie de ne pas trop développer rapidement d'autres caisses parce que là, plus il veut en développer, plus la responsabilité financière est pesante sur lui, puis plus c'est inquiétant. Comme il faut qu'il continue de gagner sa croûte, comme on dit, il continue de travailler à Ottawa, mais là, c'est pas évident là, de faire les deux. Là, puis là, il cherche des bénévoles pour le remplacer, mais il n'y en a pas. Le monde, il croyait à ça, là, mais pas assez pour travailler bénévolement. Puis là, il devient un peu découragé. Il en parle avec sa femme, Dorimène. Puis là, sa femme, elle lui dit « Va m'en occuper, moi. Je suis capable de faire ça. Tu es assez instruite, tu es assez capable. C'est dans la maison chez nous. Va m'en occuper de la caisse. » là, puis c'est elle qui devient la gérante bénévole de la première caisse de Lévis. Après 3 ans de généreux travail bénévole, les administrateurs de la Caisse de Lévis vont lui donner un magnifique salaire de 50 $ pour l'année, soit 1 pièce par semaine. Comme on dit, pas beaucoup, hein? Puis là, tu sais, c'est que le projet avance, ça continue, mais c'est lourd, puis c'est difficile parce qu'il y a toutes sortes de monde qui critiquent. Il y a ce qu'on appelle des gérants d'estrade, là, du monde qui connaissent tout, mais qui chiolent sur tout, puis qui disent à tout le monde, là, la caisse, les caisses, là, c'est sûr que ça va virer en fiasco, embarquez pas là-dedans. Puis le fait que là, Desjardins, lui, il supporte ça financièrement. Il se fait critiquer, le monde la guisse, ils disent des bêtises, etc. Là, à un moment donné, il y a une autre phase de découragement, là, puis là, il passe proche d'abandonner. Là, il va voir un de ses amis, le curé de Lévis. Le curé de Lévis l'encourage, mais pas suffisamment pour continuer, parce que, puis en plus, sa santé est difficile, ça fait que là, c'est pas évident pour lui. Il rencontre l'archevêque de Québec, Monseigneur Louis-Nazaire Bégin, qui le rencontre, puis là, Desjardins et sa femme expliquent la situation, puis le quittent, puis là, lui, il dit, bien, vous devriez continuer, etc., mais, fait qu'à un moment donné, à la fin de la discussion, l'archevêque dit à Alphonse et à sa femme, « Mettez-vous à genoux, puis je vais vous bénir. » Vous savez comment ça marche, là, c'est... Bon, puis là, mais au moment où il a le bras dans les airs, puis là, Desjardins, il attend, là, dire, la bénédiction céleste, comme on pourrait dire, parce que dans le fond, l'archevêque représente Dieu. Là, l'archevêque, il dit à Alphonse Desjardins, je vais te donner la bénédiction, puis tu vas pouvoir te relever quand tu vas m'avoir promis de continuer de faire avancer les caisses Desjardins. Et là, bien, comme c'est un bon catholique, il n'a pas le choix. Il ne veut pas rester à genoux le restant de ses jours. Fait que là, il promet à l'archevêque de continuer. Il accepte de continuer même si c'est difficile. Puis, c'est Dorimène qui va supporter ça en bonne partie dans les années 1804-1805. Et là, elle reçoit un double salaire. Elle est rendue à ce moment-là qu'elle gagne 100 $ par année, donc 2 $ par semaine.
C'est de la grosse argent, surtout quand on pense au salaire des dirigeants actuels. Là. On est loin de ça. En même temps, à l'époque, la santé d'Alphonse diminue de plus en plus. Il est de plus en plus faible. Puis là, sa santé est très fragile, comme on dit. Il faut qu'il continue de travailler, mais il y a de la difficulté à travailler seul à Ottawa. Sa fille, qui s'appelle Adrienne, va offrir à partir de 1807 à devenir la secrétaire particulière de son père, bénévolement. Elle va le faire pendant 9 ans. Elle l'accompagne à Ottawa, puis elle l'aide. C'est elle qui fait un certain nombre de travaux. Ça fait que ça permet à Alphonse de pouvoir continuer de travailler puis de ramasser un peu d'argent pour la famille. Et elle va arrêter 9 ans après parce qu'elle rentre dans une communauté religieuse. Elle va rentrer, entre autres, en religion chez les Sœurs hospitalières de Chicoutimi. Et après beaucoup d'efforts, puis d'avoir traversé toutes sortes d'épreuves, puis d'avoir subi des calomnies, etc., en 1906, Desjardins est enfin récompensé, entre guillemets, dans le sens que le gouvernement du Québec va mettre en place une loi qui va reconnaître l'existence juridique des caisses populaires et qu'à ce moment-là, Desjardins n'est plus obligé d'endosser tout ça. Puis à ce moment-là, bien, ça le soulage un peu, lui et sa femme, parce que dans le fond, là, en plus d'être bénévole, il supportait tout ça, il risquait de tout perdre. Bien, ça, c'est quand même un élément très important. Puis à partir de ce moment-là, Desjardins va accentuer le développement des caisses. Il va faire le tour de plus en plus de villages, de villes au Québec pour développer de plus en plus de caisses, parce que puis là, ça prend de l'ampleur assez rapidement. En plus, bon, à ce moment-là, la situation des caisses devient meilleure. Entre autres, à la caisse de Lévis, on engage un premier employé rémunéré, 25 $ par mois, donc à peu près 6 $ par semaine. C'est pas mal plus que ce que recevait Dorymen. Ça fait qu'à ce moment-là, ça permet le développement de la caisse de plus en plus. Desjardins, qui fait le tour du Québec, il va rencontrer principalement le clergé qui va le supporter. Puis on dit qu'au début des caisses, à peu près 75 % des caisses populaires, bien, les présidents étaient le curé de la ville ou de la paroisse. Puis on dit que dans certains cas, dans 1/3 des cas approximativement, c'est que le curé est à la fois le président de la caisse, du conseil d'administration, puis aussi le gérant de la caisse. Fait que c'est sûr que l'Église a beaucoup aidé à développer les caisses, mais au début, là, il ne voulait pas trop. En tout cas, le haut clergé ne voulait pas embarquer là-dedans. Il ne voulait pas donner d'appui officiel à Desjardins parce qu'il avait peur que ça fasse faillite, puis que si l'Église avait embarqué là-dedans, bien, l'Église aurait pu avoir un petit côté ombragé. Là. Notre Sainte Mère, l'Église, aurait pu perdre des plumes un peu là-dedans. Ça fait qu'ils ont attendu que les caisses soient solides, et une fois qu'elles étaient solides, là, à ce moment-là, ils ont embarqué. Mais comme on dit, ils n'étaient pas nécessairement là au début quand c'était difficile. Là. Ça arrive souvent dans la société. Là. Au début, personne ne veut t'aider. Puis quand tu as ça va bien, tout le monde veut t'aider, là, puis tout le monde est sûr que c'est une bonne affaire, là, même si tu avais décrié avant. En plus aussi, même quand ça va bien, c'est pas nécessairement le haut clergé qui va l'aider le plus, c'est plus le bas clergé, les curés, les vicaires, là, qui sont dans le bas clergé là, à l'époque. Une des raisons pour lesquelles le clergé s'implique là-dedans, c'est entre autres pour essayer de contrer toute l'émigration des gens qui sont sans emploi au Québec, des gens qui s'en vont vers les États-Unis. Ce qu'ils se disent, c'est que si on développe un capital local qu'on contrôle, un capital communautaire, on va pouvoir investir dans des entreprises communautaires, coopératives. Et il faut être conscient que les caisses ont beaucoup aidé à développer beaucoup d'entreprises dans chacune des municipalités qui existent au Québec. Là. Fait à noter, intéressant, c'est que Desjardins se rend compte que les femmes sont pas mal meilleures gestionnaires que les hommes, puis qu'entre autres, les emprunts qui sont faits aux femmes ont un bien meilleur taux de remboursement, puis plus rapidement, les femmes sont plus fiables. Puis ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire plus de place aux femmes dans l'économie. C'est que là, les femmes devraient être au cœur du développement de l'économie. Puis en 1915, ils avaient même pensé de développer un réseau de caisses de la prévoyance destiné uniquement aux mères de famille, qu'à ce moment-là, ça aurait été, on pourrait dire, une institution financière féminine. Quand même intéressant. On se ramasse en 1916. Desjardins, il est magané, comme on dit. Il est usé par le surménage puis aussi la maladie. Mais en 1916, il y a quand même 167 caisses de fondées. Quand même beaucoup, là. En l'espace de 15 ans, là, c'est quand même énorme. À ce moment-là, bien, c'est que Desjardins va être obligé d'arrêter de voyager. Il n'est plus capable, il n'a pas la santé. Il va passer le flambeau à son successeur, son bras droit, qui s'appelle l'abbé Philibert Grondin. Et quand Desjardins meurt le 31 octobre 1920, quelques années plus tard, on est rendu à 187 caisses au Québec. Aujourd'hui,
Desjardins compte plus de 1000 points de service au Québec. C'est la plus grande institution financière du Québec en termes de succursales et compagnie. Ils ont des succursales, même s'ils en ont fermé, ils ont quand même encore un paquet de succursales dans un paquet de petites municipalités. Puis il n'y a aucune banque qui a jamais voulu aller là-dedans. Fait qu'ils sont quand même assez présents sur le territoire. Il dit plus de 1000 points de service et on dit un actif de 275 milliards de dollars. 275 milliards de dollars, c'est énorme. Et en plus, des emplois, une des plus grosses entreprises, on pourrait dire au Québec, 45 000 emplois aux caisses populaires Desjardins. Tout ça, ça a commencé à Lévis le 23 janvier 1901 avec un dépôt de 26,40 $. Qui aurait pu penser que 100 ans plus tard, on aurait eu une institution financière parmi les plus importantes au Canada, puis même dans le monde, entre guillemets, qui aurait eu un actif de 275 milliards. Que penser des chialeux puis des négatifs professionnels qui avaient prédit un fiasco? Il y a un proverbe arabe qui dit « Les chiens jappent et la caravane passe ». Peut-être que ça s'applique. Ce que ça me dit à moi, toute cette histoire-là, c'est que, d'abord, c'est que le plus petit des gestes vaut la peine d'être posé. Puis aussi que la foi déplace les montagnes. Quand on croit dans quelque chose, là, on peut faire en sorte qu'on peut réaliser ce qui semble impossible pour le reste du monde. Si aujourd'hui il existe une telle entreprise, bien, c'est grâce à 2 personnes qui croyaient dans ce qu'ils faisaient, Alphonse Desjardins et Dorimène Roy Desjardins, qui ont passé à travers toutes sortes d'épreuves, qui ont subi des calomnies, qui ont supporté financièrement toute cette aventure-là. Puis pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? C'est parce qu'ils croyaient, entre autres, que l'union fait non seulement la force, mais également le bonheur. Je dirais en conclusion que, parce que ces 2 fondateurs croyaient dans l'action collective, il me semble qu'une grande institution financière comme Desjardins, une institution coopérative, devrait être un partenaire de choix dans la mise en place d'un nouveau système économique plus juste et plus équitable. Si Alphonse et Dorimène étaient encore vivants aujourd'hui, c'est sans doute ce qu'ils proposeraient. Ça irait par rapport à toutes leurs convictions. Et je pense qu'en leur honneur, et parce que chaque génération doit faire sa part dans l'édification d'un monde plus juste et plus équitable, il me semble qu'on devrait bâtir un chantier à cet effet. Il nous reste à en faire un chantier collectif dont nous pourrons être fiers. On parle maintenant de post-capitaliste. Qu'est-ce que c'est que le post-capitaliste? Bien, c'est qu'après le capitalisme, il va y avoir d'autres choses, en tout cas du moins c'est à souhaiter, quelque chose de meilleur. Et c'est le sujet d'une chronique d'Olivier Schmucker dans le journal Les Affaires. Lui, qu'est-ce qu'il dit dans sa chronique? C'est que le capitalisme est en train de mourir et que, dans le fond, le capitalisme produit plus de problèmes que de solutions. Mais quand on est rendu là, c'est parce que, normalement, on arrive pas mal vers la fin. Puis, l'auteur cite un autre auteur qui s'appelle Félix Guattari, qui est un philosophe français qui, lui, relève 3 graves problèmes du capitalisme. Puis il dit que, dans le fond, qu'il y a 3 types d'écologie qui ne fonctionnent pas. Il dit que, d'abord, il y a ce qu'on appelle l'écologie environnementale qui est passée au rouge, là, dans le sens que, bon, fonte de la calotte glaciaire, disparition de certaines espèces animales, catastrophes climatiques, etc. Ça fait que là, ça ne va pas très bien. On parle aussi de l'écologie sociale qui est au rouge aussi parce que les écarts de revenus sont de plus en plus grands entre les citoyens. Il y a une augmentation de la précarité, les inégalités qui s'augmentent également. Puis, on parle aussi de l'écologie mentale qui ne fonctionne pas. L'écologie mentale, ben, c'est qu'il y a une vague de pessimisme. Les gens se demandent, dans le fond, si la planète a encore un avenir. Pas très réjouissant. Puis, on dit aussi que de plus en plus d'absentéisme, une pandémie d'absentéisme parce que le monde, il ne file pas. Le pire dans tout ça, c'est qu'il semble y avoir un effet d'emballement. Puis là, ça inquiète de plus en plus de monde. C'est pas jojo comme situation. Bon. La question qu'on peut se demander, c'est est-il trop tard? Ben non, il ne faut pas qu'on dise ça. On ne peut pas dire ça, parce que si on dit ça, c'est comme si on acceptait que c'était terminé. On ne peut pas accepter ça, puis d'autant plus que c'est nous autres qui avons fait ça, c'est les hommes, les femmes qui ont fait ça. Bon, si on était capable de rendre ça pas très bien, on devrait être capable de rendre ça pas mal meilleur. Puis il y a des solutions.
Mais le problème, c'est qu'il faut faire plus qu'en parler. Bon, il y en a différentes solutions. Entre autres, là, il y a une équipe d'un centre de recherche finlandais qui propose, entre autres, d'abandonner les énergies fossiles, là, le pétrole et compagnie, pour des énergies renouvelables. Ça, on le dit souvent, mais c'est que là, même si la plupart des gens sont d'accord avec l'idée, il y a encore beaucoup de gens qui se croient ou qui se disent écologistes, mais qui ont des gros véhicules qui consomment pas mal de pétrole. Là, puis il va falloir qu'un jour, comme on dit, les bottines suivent les babines. Là. Il y a encore du travail à faire là-dessus. On dit aussi que pour réduire notre consommation d'énergie fossile, il faut se rapprocher du travail. On a déjà parlé de ça. Bien, moi, je pense que c'est une excellente idée. Y aller soit à pied ou soit en bicyclette quand c'est possible, ou soit par les transports en commun. Également aussi, il faut manger moins de viande parce qu'on sait que la production de la viande, surtout la viande rouge, est très énergivore. Ça consomme beaucoup de toutes sortes d'affaires. Il faut essayer, peut-être pas d'arrêter, on n'est pas obligé de devenir tous végétariens, comme on dit, mais je pense qu'il y a moyen de diminuer la consommation de la viande. Puis il commence à y avoir de plus en plus de recettes végétariennes qui sont très intéressantes, puis qui imitent la viande dans certains cas. Aussi, c'est qu'il va falloir aussi qu'on produise davantage localement, que ce soit la nourriture, que ce soit les autres biens. Plus on mange, plus on achète localement, bien, moins on a de gaz à effet de serre. Puis aussi, c'est qu'il va falloir qu'on soit capable d'accepter qu'on va changer de scénario, on va changer de type de ville. Au lieu d'avoir des méga-villes avec un centre-ville là, qui est bouché complètement par les embouteillages, bien, peut-être qu'on devrait avoir plutôt des villages urbains qui vont être truffés de rues piétonnières. Je pense qu'après avoir conçu les méga-villes, peut-être qu'il faut revenir à une dimension plus humaine. C'est vers là qu'il faut aller. C'est ainsi que se termine notre émission. La semaine prochaine, on a une entrevue avec Marie-Ève Maillet qui va nous parler, entre autres, des difficultés pour un chercheur d'aider des petites communautés, des citoyens qui veulent lutter contre des gens qui ont des projets qui sont inacceptables dans une communauté. Vous allez voir que ce n'est pas toujours évident. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération des Rouges. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération des Rouges, parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux que je dise? L'Opération des Rouges, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur.